Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui fait la part belle au savoir-faire français, qui met en avant ces entrepreneurs qui sont capables parfois de déplacer des montagnes pour atteindre leurs objectifs. Et c'est le cas de nos deux invités aujourd'hui. Il sera le plus jeune entrepreneur présent au Salon du Made in France cette année. Il a créé sa première entreprise à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 18 ans. Il nous parlera en deuxième partie de cette émission de sa toute nouvelle entreprise créée en mars 2023. Mais tout de suite, je suis ravie de recevoir Moussa Camara, la tête des Déterminés, une association créée en 2015 pour aider les jeunes des banlieues et des zones rurales à se lancer dans leur entreprise. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Moussa Camara. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de vous inviter à C'est ça la France, au Ouais. micro de Sud Radio. Alors aujourd'hui, les Déterminés, créés en 2015, c'est une 50aine de personnes qui sillonnent la France pour faire émerger une génération d'entrepreneurs. Et en 8 ans, vous avez accompagné plus de 1200 personnes gratuitement. Ouais. À créer leur entreprise, plus de 700 entreprises, ça c'est important de le préciser. Vous venez de sortir un livre, votre premier livre intitulé Déterminé, comment on s'en sort. Alors, votre parcours personnel, j'aimerais qu'on y revienne, pour ceux qui ne vous connaissent pas sur Sud Radio. Vous avez créé votre première entreprise à l'âge de 20 ans, sans rien connaître au monde de l'entreprise. C'est exact. Et c'est là où vous êtes rendu compte des difficultés. Ouais, c'est là le où parcours du combattant. ça m'a mis le pied à l'étrier en même temps. Ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est important parce que quand je crée ma première entreprise dans les télécoms et l'informatique, j'y connais rien. C'est un domaine que je connais pas du tout. J'ai pas d'exemple d'entrepreneur, ni dans ma famille, ni dans mon entourage. Et du coup, se projeter pour créer une entreprise, surtout c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est pas simple de créer une entreprise, mais c'est beaucoup plus simple qu'il y a 15 ans. Et du coup, ça a été pour moi quelque chose qui m'a en fait permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Déjà des difficultés, ça m'a forgé, ça m'a construit un peu mon parcours. Et je me suis dit en fait après ça, il y a rien qui peut m'arrêter en fait. Il y a rien. C'est comme si on me disait que j'avais construit un immeuble de 15 étages, même si j'ai pas tout bien réussi dans ma première entreprise. Et c'est là où je me suis dit en fait, quand on est dans certains lieux, dans certains territoires où on n'a pas un réseau économique, qu'on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas les moyens financiers, même quand on est déterminé, ça peut être compliqué. Et c'est là où naît le projet des Déterminés, c'est de pouvoir aller partout en France. Aussi bien dans les quartiers populaires que dans les villages, que dans des centres-villes, que dans des territoires périurbains, finalement d'aller chercher cette fibre entrepreneuriale chez les gens. Cette richesse, ces talents qui Exactement. parfois n'ont pas peut-être les outils pour se lancer. En effet, ils n'ont pas forcément les outils. Et la force de caractère, parce que vous et avez quand même... l'état d'esprit, en fait. ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés à travers... mon tour de France pour déployer l'entrepreneuriat dans nos villes et dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens qui avaient de l'énergie, qui avaient un talent, qui avaient une histoire, mais qui se sentaient bloqués par quelque chose. Beaucoup de jeunes qui, parfois, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas réussir dans notre pays. Et moi, en fait, quand je vois cette énergie, ces talents, cette envie d'aller vers un projet, je me dis c'est un véritable gâchis humain. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec les Déterminés, on travaille pas sur le projet, on travaille sur les personnes. Comment on les fait évoluer. Le projet, à la limite, c'est presque un prétexte pour les faire évoluer. Et l'idée qu'on veut donner avec les Déterminés, moi, ce que je veux montrer, ce que je raconte dans mon livre, c'est comment on devient entrepreneur de sa propre vie. C'est pas juste de créer une entreprise. Et ça, nous, on veut rendre ça possible pour tous. Ouais. Il y a créer une entreprise, puis il y a aussi faire découvrir tous ces métiers qui s'offrent à nous. Exactement. Des métiers parfois insoupçonnés. Bien sûr. Et ça, c'est la deuxième partie du programme qu'on propose, parce que chez les Déterminés, aujourd'hui, on accompagne autant bien des entrepreneurs que des gens qui sont parfois éloignés de l'emploi, qui veulent rentrer dans des entreprises, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité de le faire. Et nous, on voit aujourd'hui notre pays regorge d'entreprises qui souhaitent recruter des talents, qui savent même pas comment aller toucher ces publics-là. Et finalement, nous, ce qu'on fait, c'est de créer une passerelle. On jette des ponts entre des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont envie de peut-être entreprendre, d'autres qui ont envie de rentrer dans une entreprise pour faire une carrière professionnelle, et des entreprises qui offrent des opportunités, autant bien dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, dans les métiers industriels, dans les métiers de la communication et de la mode, dans les métiers du digital aussi. C'est des nouveaux métiers dans lesquels où il y a des opportunités d'emploi. Et quand on ne sait pas, finalement on n'y arrive pas. Dans ce programme-là, moi je peux vous donner un exemple d'un jeune qui
qui est originaire de Villiers-le-Bel, Garaba, qui est arrivé dans le programme qu'on a fait avec un partenaire Hayat, les hôtels, et qui, quand ils sont rentrés dans cet hôtel-là, ils se sont dit c'est pas possible, c'est des hôtels, c'est des palaces, c'est des hôtels de luxe, Ouais. et ils avaient l'impression de ne pas avoir leur place. Bien sûr. Et aujourd'hui, 3 ans après, il a évolué. Il voyage dans les plus gros hôtels du groupe à travers la France. Il est devenu manager d'une petite équipe à l'intérieur de cet hôtel. Et aujourd'hui, ça a totalement changé sa vie. Bien sûr. Lui qui était en décrochage il y a 3 ans, finalement, il est rentré dans ce programme. Aujourd'hui, il a le permis. Il a décohabité de chez ses parents, il prend un logement, il travaille quotidiennement, il a des responsabilités, il a appris l'anglais. Et finalement, c'est ça. En fait, on change des vies. Et c'est des exemples comme ça, je pourrais en citer des milliers, que ça soit Vous dans changez des l'entrepreneur. vies, et ce qui est intéressant dans votre livre, à travers votre parcours, c'est que vous pointez du doigt aussi les difficultés. Et quand on est issu d'un secteur difficile, d'un quartier difficile, on n'a pas les mêmes chances. Même dans la qualité de l'enseignement, qui n'est pas la même. Vous savez, moi, le programme, quand je l'ai lancé, je suis issu d'un quartier, donc j'ai raconté un peu mon parcours en tant que jeune issu d'un quartier. Mais en sillonnant la France, je me suis rendu compte que finalement, c'est les mêmes problématiques un peu partout. Quand je vais dans un village en Meurthe-et-Moselle et je rencontre des jeunes qui sont coincés parce qu'il y a très peu de transports qui passent dans leur village pour pouvoir les ramener en centre-ville, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas toutes ces opportunités de sortir un peu de là, je me dis qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de mes programmes, je les fais jamais à l'intérieur des villages ou des quartiers ou des... Non, je les fais au cœur des villes, dans les centres économiques. J'ai besoin que les gens sortent pour rencontrer un peu l'environnement, l'écosystème, prendre confiance en eux et se rendre compte que finalement, oui, ils ont leur chance et la possibilité de pouvoir réussir. Notamment l'accompagnement qu'on propose, mais aussi le fait de changer de cadre quotidiennement aussi, ça les fait rêver. Ça leur permet de rêver plus loin et d'aller plus loin dans leur projet. Et il y a des résultats et c'est ça qu'on aime. Il y a des résultats. Et puis alors l'écosystème que vous avez créé, c'est vraiment un écosystème de qualité. C'est-à-dire que vous rencontrez les entrepreneurs qui font rêver aujourd'hui, des grandes réussites, comme par exemple Frédéric Mazella ou encore Alexandre Mars. Vous avez réussi à fédérer autour de vous. Ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est, moi j'ai toujours voulu en fait, l'idée déterminée, c'était pas de créer un écosystème à côté d'un autre écosystème. C'était comment on arrive à faire intégrer dans l'écosystème économique français des talents, des gens qui parfois on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est pour ça que de fédérer des grands entrepreneurs, des grandes entreprises, des grands dirigeants et de créer des liens et des passerelles, c'est très très puissant et c'est très fort. Et vous êtes parce qu'on change les mentalités. Oui, vous changez les mentalités. Puis alors, vous le disiez à l'instant, vous faites rêver. Vous avez emporté avec vous des jeunes à New York, notamment, pour aller rencontrer les entrepreneurs. Exactement. Vous avez été reçu à la Maison Blanche. Mais racontez-nous ça. Non, pour moi, c'était important de pouvoir en fait créer déjà des ponts et des liens. Et moi, j'ai eu une expérience personnelle aux États-Unis il y a plus de 11 ans, et ça m'avait tellement ouvert l'état d'esprit. Et je suis revenu en France en voulant bouffer le monde. En fait, je me suis dit, il faut faire la même chose pour quelques entrepreneurs. On n'a pas pu ramener tout le monde sur plus des milliers de personnes qu'on a accompagnées, mais on a sélectionné une dizaine. Et on est allé l'année dernière pendant 10 jours à Washington et à New York, où on a été reçu à l'ambassade par l'ambassadeur de France. On a été reçu par des chefs d'entreprise américains. Ils ont pu raconter, parler de leurs projets, présenter leurs projets devant des investisseurs américains. Et on a été reçu à la Maison Blanche par des conseillers économiques de Biden. Et on a même croisé Biden en sortant de ce rendez-vous. Et c'était pour eux, c'était mémorable, c'était ça booste. Et ça booste quand ils sont revenus en France avec cette idée que finalement les barrières qui se mettaient dans la tête, elles étaient que mentales et qu'ils avaient toutes les possibilités de pouvoir réussir. Et là, on y retourne dans 2 semaines avec un nouveau groupe. Chaque année, combien de personnes cette fois-ci? On sera à peu près une vingtaine, quoi. Ouais. Cette fois-ci, et on va refaire un programme un peu similaire et voilà. Et il faut le dire, les déterminés maintenant sont devenus indissociables de la French Tech. Ouais, vous êtes en train de créer votre propre délégation. Là, vous allez bientôt concurrencer le CES de Las Vegas. On n'a pas cette ambition, mais l'idée des déterminés, c'est toujours travailler en complémentarité avec l'ensemble des acteurs. On sait que seul, on n'a pas la solution. Comme l'État aujourd'hui, seuls n'ont pas la solution et même les entreprises. Donc l'idée, c'est comment on met tout le monde autour de la table pour essayer d'apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que on est dans un pays où il y a toutes les possibilités. On est pour moi, je pense, dans l'un des meilleurs pays au monde pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir lancer des projets. On a un modèle social qui permet même à ceux qui parfois n'ont pas beaucoup de pouvoir réussir. Il y a certes des inégalités, mais en même temps, moi, je préfère voir le verre à moitié plein et voir ce qui fonctionne et ce qui marche et l'énergie que on a pour pouvoir dégager. Et dans ce livre, moi, je raconte tout ça. C'est ça, c'est un message positif avec un parcours comme le mien qui parfois n'a pas eu toutes les chances de pouvoir y arriver.
finalement, voilà, j'ai travaillé beaucoup, je me suis investi et j'ai réussi. Et comment on arrive à faire en sorte que collectivement, on arrive à infuser cette dynamique pour que même ceux qui pensent que c'est pas pour eux, ils pensent qu'ils peuvent pas réussir, bah finalement, de leur permettre de rêver et de faire en sorte qu'ils réussissent réellement et concrètement dans notre pays. On déprime, on a l'impression que voilà, qu'il n'y a pas de possibilité de sortie. Eh bien, on lit le livre Les Déterminés, comment on s'en sort, de Moussa Camara. Dernière petite question pour ceux qui nous écoutent. S'il y a des jeunes entrepreneurs qui se disent j'ai envie de rejoindre le mouvement des Déterminés, comment fait-on? Les Déterminés, c'est ouvert à tous. C'est un programme qui est ouvert vraiment à tous, que vous êtes où vous êtes en France, dans les Outre-mer, en France métropolitaine ou ailleurs, vous pouvez, c'est gratuit. Il y a le site internet, il y a des programmes qu'on lance quotidiennement, tout le temps, tous les 2 semaines, on ouvre une nouvelle promo. On était à Marseille lundi pour lancer la promo de Marseille. Et en fait, voilà, on fait notre tour de France. Donc c'est ouvert à tous. N'hésitez pas, vous avez un doute, vous voulez poser des questions, écrivez-nous, on vous répondra. Voilà, vous tapez Les Déterminés Exactement. sur Internet et vous vous inscrivez. Merci beaucoup Moussa Camara. Je rappelle votre livre Déterminés, comment on s'en sort, aux éditions Les Presses de la Cité. Merci d'avoir été avec nous. Et on va se quitter un court instant et se retrouver juste après avec un jeune entrepreneur justement qui a lancé sa nouvelle entreprise à l'âge de 18 ans. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission des savoir-faire français, en compagnie de Simon Lourdel, ce jeune entrepreneur de 18 ans, mais qui a déjà quelques années dans l'entrepreneuriat. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, je te tutoie parce que tu es bien plus jeune que moi. Tu seras le plus jeune entrepreneur au salon du Made in France. C'est ça. Prochainement, tu auras ton stand, tu pourras présenter ton entreprise. Tu as tout juste 18 ans. Mais tu as déjà commencé très tôt, c'est-à-dire dès l'âge de 6, 7, 8 ans, tu savais déjà que tu te lancerais dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. J'ai commencé quand j'avais 7 ans à monter le premier projet. Bon, on peut pas dire que c'était une entreprise, mais... Tu n'avais pas encore fait de business plan, tu n'étais pas, pas parti à la rencontre des banques. Non, pas du tout. C'était un tout petit projet. Je revendais mes vieux jouets à l'époque. Et puis voilà. Mais c'est un état d'esprit, en fait, que tu avais déjà très tôt. Hein. C'est ça. Je pense que j'aime la création, développer des choses et voilà. Alors aujourd'hui, tu es à la tête de la Couette française. On va y revenir, hein, cette nouvelle marque de couette éco-responsable et surtout 100% française. Donc tu as eu envie très tôt de créer des sociétés. Et donc après l'âge de 7 ans, où c'était juste, on va dire, un passe-temps, ta première entreprise, c'est dans quel secteur ? Alors ma toute première entreprise, c'était dans le textile. Elle existe encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'était une entreprise de vêtements et j'ai fondé ça, j'allais tout juste avoir 13 ans, je les avais pas encore. Alors tu faisais quoi exactement ? C'était une marque de vêtements que tu avais créée ? Donc il y avait ce côté créatif qui te plaisait déjà, tu avais inventé quelque chose ? Alors on avait donc j'avais fait des vêtements éco-responsables aussi, c'est vrai que c'est une valeur qui m'importe beaucoup dans l'ensemble de mes projets, avec une forte responsabilité humaine aussi sur ce projet. Et donc je faisais des vêtements, donc de tout, des t-shirts, des pulls, des chemises, on faisait de tout. Alors ton père travaille dans l'industrie du matelas. C'est ça. Donc c'est un univers que tu connais bien. Et donc, tu as décidé de créer tout récemment, en mars 2023, c'est ça ? C'est ça. C'est tout récent, cette couette française. Une envie de proposer une couette fabriquée en France. Il faut le rappeler, la majorité des couettes sont importées. Oui, et alors j'ai constaté ça avec mon père, justement. J'ai baigné dans l'industrie du matelas depuis que je suis né. Et effectivement, en France, on a un très gros savoir-faire, mais malheureusement, de plus en plus d'entreprises exportent leur production, notamment sur les pays asiatiques qui sont bien plus intéressants en termes de prix. Et donc, j'ai eu envie, finalement, de relocaliser l'industrie en me tournant sur quelque chose de 100% français. Ouais, c'est ça, ils délocalisent. Et du coup, tu as fait comment ? Tu as sourcé tous ces savoir-faire sur place avec ton père pour voir un peu ce que l'on pouvait faire ? C'est ça. Alors moi, je me suis lancé sur le projet. J'ai cherché des usines qui pouvaient m'accompagner déjà sur le projet, sur le 100% français, parce que beaucoup d'usines aussi, finalement, achètent des pièces à droite, à gauche, et après, font que l'assemblage en France. C'est pas forcément ce qui m'intéressait. Je voulais vraiment que tout soit fait en France. Du coup, une fois que j'ai trouvé l'usine, j'ai développé un cahier des charges afin de développer la couette française. La couette française, mais tu as créé déjà plusieurs gammes. Couette hiver, couette printemps.
Alors non, alors le principe de notre couette, c'est qu'elle s'utilise justement toute l'année. C'est quelque chose que je voulais quelque chose de pratique. Il y a beaucoup de couettes 4 saisons. J'ai jamais été satisfait par les couettes 4 saisons. Donc en fait, notre couette, elle a deux faces, une face chaude et une face fraîche. Pas besoin d'avoir deux couettes, d'en stocker une en hiver ou en été. On garde la même, on la retourne et puis on est bon. Alors raconte-nous un peu le parcours d'un jeune entrepreneur comme le tien. Tu as cette idée qui germe, tu décides de te lancer donc dans cette couette française, tu sources les savoir-faire sur le territoire, et ensuite on fait quoi? On va voir les banques, on essaie de trouver des fonds, comment ça se passe? Alors j'ai eu la chance d'avoir fondé des autres entreprises à côté, donc d'avoir pu générer un petit peu d'argent auparavant pour pouvoir lancer ce projet. Donc il est 100% autofinancé aujourd'hui. Donc ensuite on s'enchaîne les rendez-vous avec les usines, les transporteurs, ensuite on crée le site internet, on fait du marketing. Non mais tu dis ça de comme faire si c'était connaître. simple, les usines, les transporteurs, c'est quand même un quotidien qui est bien rythmé, c'est-à-dire qu'il faut gérer les stocks. Ouais. Je pense que depuis le temps, je me rends plus forcément compte, et c'est surtout quelque chose que j'aime finalement. C'est comme si quelqu'un d'autre disait bon bah moi je vais au foot tous les mercredis. Pour moi, je gère ma boîte et j'adore ça en fait. C'est ce qui m'anime finalement tous les jours. Raconte-nous ton quotidien, une journée type avec Simon. Alors bon bah on se réveille relativement tôt. Après avoir dormi dans une bonne couette française. C'est ça. On se réveille relativement tôt. Ensuite, on check les mails. Ça, c'est le premier truc qu'on fait pour voir s'il n'y a pas eu des problèmes, des questions des clients, etc. Ensuite, on check les commandes. On va préparer les commandes. On a une promesse qui est qu'on livre en 24-48 heures. Souvent, c'est 24 heures. J'arrive encore à me débrouiller. Bon, ça commence à être un petit peu plus compliqué avec le volume. On prépare les commandes. Ensuite, on gère les petits soucis du business, finalement, avec les usines et les transporteurs également. Et ensuite, alors j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'a rejoint dans l'équipe. Et donc, du coup, maintenant, on fait une petite réunion tous les jours pour chapeauter toutes les actions marketing. Et ensuite, on fait du marketing, on gère les opérations. Et puis voilà. Les usines qui fabriquent les couettes sont situées dans quelle région de France? Dans le Nord, juste à côté de chez moi. Je voulais quelque chose la terre du textile. C'est ça, je voulais quelque chose de très court. Et surtout, voilà, je voulais mettre un peu en lumière la région qui a un savoir-faire unique. Là, on développe un matelas, d'ailleurs, qui va sortir lors du salon Made in France. Et c'est fait également juste à côté de chez nous. Donc en novembre prochain. Une fois que donc à ce jour, quel bilan tu dresses? Vous avez beaucoup de clients, vous continuez à démarcher. Comment tu souhaites te développer? Alors aujourd'hui, on commence enfin à avoir un petit peu de notoriété. Je parle des fois avec des gens qui disent « Ah oui, j'ai vu passer la pub ». On commence à faire pas mal en termes de vente. On est plutôt content. Malheureusement, on a affaire à des très très gros en face de nous qui ont des budgets 100 fois supérieurs si ce n'est pas plus. Donc du coup, il faut se battre au quotidien, essayer d'innover, essayer de montrer que effectivement, nous, on a une vraie valeur ajoutée. Parce que effectivement, des fois, nos concurrents sont plus intéressants en prix, mais leurs produits sont un petit peu moins qualitatif et surtout pas fabriqué en France, et c'est le plus compliqué. Oui, et puis il y a cette éco-responsabilité qui fait partie aussi de vos valeurs et de vos produits. C'est ça, on a voulu faire quelque chose d'éco-responsable avec vraiment beaucoup de valeurs à l'intérieur. Donc par exemple, pour fabriquer nos couettes, on utilise 100% d'énergie renouvelable. C'est quelque chose, c'est un engagement qu'on a avec l'usine. Donc on est super fiers de pouvoir proposer un produit qui est fait en énergie renouvelable, mais également en matériaux recyclés. J'imagine que les salons sont très importants quand on a une jeune marque comme la tienne. Tu attends beaucoup de ce salon du Made in France. Pour nous, ça va être le moment où on va vraiment se présenter en face à face avec le public, parce qu'Internet c'est bien, mais on ne voit pas les gens. Là, on va enfin être en face de nos clients et on espère faire beaucoup de salons cette année. Oui, parler de votre produit, essayer d'expliquer la différence de prix aussi, parce que c'est vrai que des couettes importées, fabriquées en Asie coûtent moins cher, mais vous le disiez à l'instant, tu le disais à l'instant, c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité, il n'y a pas la même durabilité derrière du produit, et en plus on n'est pas forcément extrêmement plus cher que nos clients. Ça se joue des fois à quelques euros parce que je suis jeune, j'ai le temps j'ai pas de famille à nourrir aujourd'hui, donc mon but aujourd'hui n'est pas de gagner énormément d'argent, mais de pouvoir proposer un produit abordable pour tous les Français finalement. Quel bilan tu te fixes pour l'objectif que tu te fixes d'ici un an? D'ici un an, j'aimerais bien qu'on soit dans de nouveaux pays,
donc que le matelas soit sorti déjà, que tout roule, qu'on ait sorti une deuxième gamme et qu'on soit dans d'autres pays, notamment à Singapour. J'aimerais beaucoup aller à Singapour. Ouais. Je pense que ça peut vraiment fonctionner et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde là-bas. Pourquoi Singapour? Qu'est-ce qui le Made in France est très recherché à l'étranger et pour moi Singapour c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants déjà et je pense qu'ils ont des valeurs qui se rapprochent fortement de la couette parce qu'ils cherchent quelque chose de fabriqué en France et avec pas mal de valeurs. Merci beaucoup Simon, on Merci espère vraiment Simon Lourdel à la tête justement de la couette française, on l'a bien compris avec déjà un salarié, vous êtes deux déjà dans l'équipe et on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite et on espère que la couette française se vendra pleinement en France et à Singapour. Merci beaucoup. Merci Simon Lourdel, on va maintenant aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci d'être avec nous Thibaut et je crois que cette semaine la visite se passe en Occitanie et sous le signe de l'œnotourisme. Exactement, vous êtes bien renseigné Nathalie. Car je me suis baladé entre terre et mer du côté de Marseillan dans l'Hérault et là-bas j'ai visité les caves Richmer qui produisent des vins blancs, des rosés et un peu de rouge, à consommer avec modération bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est un endroit résolument tourné vers l'avenir, avec un aménagement circulaire à la pointe de la technologie. Et j'y ai rencontré Dominique Georges, le responsable tourisme et événementiel, qui m'a expliqué l'origine de cette cave, qui est née de la fusion des caves coopératives d'Agde et de Marseillan. Les deux caves ont été fondées dans les années 30, la grande décennie de la coopération en Languedoc, et la décision a été faite en 1998 de fusionner les caves, comme beaucoup de caves ont fusionné dans la région. C'est une région qui est très riche pour ses rosés, pour ses vins blancs. Et justement, la cave coopérative de Marseillan, par exemple, pendant les années 30, 40, jusqu'aux années 50, je pense, était connue comme la cave qui produisait le plus de vins blancs dans le sud de la France. Qu'est-ce qui fait la qualité des vins blancs et des vins rosés de la région ? Justement, on a des terres parfois qui sont assez sableux, qui sont propices à la production de vins blancs, de cépages blancs et de cépages rouges pour faire les vins rosés. Alors je crois que le vent a un rôle très particulier, non ? On a deux vents prédominants. Il y a la tramontane, qui est un vent sec qui souffle du nord-ouest, et c'est un vent qui assèche la vigne. Et donc, ça empêche ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques de se propager. Donc le mildiou, le oïdium. Et par contre, l'autre vent, c'est le marin qui apporte l'humidité. Et là, ça peut être compliqué, surtout au printemps. Oui, on comprend bien la spécificité de ces vins. Richmer, c'est aussi un lieu qui se visite, Thibaut, et je crois que vous avez été impressionné à la fois par sa taille et sa modernité. Ouais, c'est très impressionnant. Quand vous êtes à l'intérieur, par exemple, du chai, vous vous déplacez sur une plateforme qui a 6 mètres de hauteur, qui est conçue pour observer d'immenses cuves de fermentation en inox, qui sont elles aussi ultra modernes, qui peuvent contenir, je crois, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles. C'est très impressionnant, comme je vous disais. Et c'est un site industriel. C'est un site industriel, mais qui reste au service d'un produit de qualité. Et justement, Dominique nous explique comment ces installations ont été conçues. L'idée, c'était vraiment de faire une installation qui est vraiment à la pointe de la technologie. Comme vous le savez, les anciennes caves coopératives, ils ont servi pendant des décennies, hein. Mais on utilisait des cuves en béton. Et en termes de contrôle et d'hygiène, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, comme vous voyez, là on travaille que de l'inox, qui est plus facile à nettoyer. Pendant une fermentation, on peut décider la température de la cuve. Voilà, et on a des pressoirs qui sont inertés, c'est-à-dire on peut protéger le jus de l'oxydation, ce qui préserve tous ces arômes primaires qui sont dans le raisin et qui nous permet de faire ces vins frais et faciles, qui est la marque de fabrique des caves Richmer. Alors quelques mots pour rappeler rapidement le processus de production, de la récolte, du raisin vers la mise en bouteille. Justement, pendant cette visite, on essaie de montrer de A à Z exactement ce qui se passe, parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui ils connaissent un petit peu du vin, mais pour beaucoup de gens, c'est vraiment un mystère. Et donc nous, on essaie de montrer ce voyage du raisin depuis la vigne vers la bouteille. Et donc on vous explique les processus de fermentation, le pressurage du raisin, c'est très important. La récolte, ici la récolte est faite à 95% par des machines.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout s'est fait manuellement, mais ce n'est vraiment plus le cas. Et justement, avec les films, on vous explique exactement ce qui se passe pendant la fermentation, pour la mise en bouteille, l'élevage des vins. Et bien sûr, on demande aux gens de poser un maximum de questions, parce que nous, on est là pour ça. Hein. C'est pour dévoiler un petit peu les mystères du vin. Merci Thibaut pour cette visite. Alors si les auditeurs veulent plus de renseignements, il y a un site là. Absolument, richmer.fr. Et c'est vraiment une visite pédagogique parce qu'il y a ce film qui est excellent et qui raconte effectivement le cycle du raisin de la vigne à la bouteille. Voilà, vous avez donné envie de le visiter. C'est une visite qui convient aux petits comme aux grands. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.